D'aucuns pensent que les choses et les lieux ont des âmes, et d'autres pensent qu'ils n'en ont pas. Quant à moi, je ne saurais dire. Mais il faut que je vous parle de la rue. Des hommes forts et courageux animaient cette rue. Ils étaient du même sang que nous, et arrivés des îles bénites, de l'autre côté de la mer. Tout au début, la rue n'était qu'un sentier parcouru par les porteurs d'eau, faisant la navette entre la source située dans les bois et les maisons près de la plage. Puis, au fur et à mesure que le hameau s'agrandit, des nouveaux venus construisirent au nord des cabanes, de rondins ou de chênes, dont le côté orienté vers la forêt était recouvert de maçonnerie pour résister aux flèches enflammées des Indiens. Quelques années plus tard, d'autres émigrants commencèrent à bâtir des cabanes sur le côté sud de la rue. À cette époque, des hommes graves, aux chapeaux coniques, toujours armés de mousquetons, marchaient dans la rue. Il y avait également leurs femmes coiffées de bonnets et leurs calmes enfants. Le soir, tout ce petit monde s'asseyait auprès d'immenses foyers pour lire ou parler. Les choses qu'ils disaient et qu'ils développaient étaient très simples, mais elles leur redonnaient du courage et de la vigueur. Elles les aidaient à vaincre la forêt et à labourer les champs. Les enfants entendaient raconter les actions des anciens et leurs lois, et surtout ils écoutaient inlassablement parler de cette chère Angleterre dont ils ne pouvaient se souvenir, puisqu'ils ne l'avaient jamais connue. Il y eut une guerre, et ensuite les Indiens de la région cessèrent de troubler la rue. Tous ces hommes laborieux connurent la prospérité et le bonheur. Leurs enfants vivaient dans le confort. D'autres familles arrivèrent de la mère patrie pour s'installer de chaque côté de la rue, et les enfants des pionniers ainsi que ceux des nouveaux arrivés grandirent. Le hameau devenait une ville, et l'une après l'autre les cabanes laissèrent la place aux maisons, construites de briques et de bois, avec des marches de pierre, des perrons garnis de fer forgé, des portes surmontées de fenêtres en éventail. Elles étaient faites pour abriter plusieurs générations. À l'intérieur, il y avait des cheminées sculptées, de jolis escaliers, des meubles agréables, de la porcelaine et de l'argenterie raffinée, provenant de la mère patrie. C'est ainsi que la rue catalysait les rêves d'un peuple jeune. Plus ses habitants devenaient beaux et forts, plus la rue s'en réjouissait. Là où auparavant on ne trouvait que la puissance et le courage, le goût et la science faisaient maintenant leur apparition. Littérature, peintres et musique pénétrèrent dans les foyers, et les jeunes gens allèrent à l'université construite au nord de la plaine. Au lieu du chemin poudreux, il y avait des pavés sur lesquels roulaient des carrosses dorées et où galopaient des chevaux de race. Les trottoirs étaient en briques, avec des anneaux pour y attacher les montures. Les hommes portaient l'épée et la perruque blanche. Il y avait de nombreux arbres dans cette rue, ormes, chênes, érables. En été, tout n'était que douce verdure et gazouillis d'oiseaux. Derrière les maisons, il y avait les jardins de roses, ceinturés de murs, séparés par des allées bordées de haies, décorés de cadrans solaires, et où, le soir, la lune et les étoiles brillaient de bien jolie façon, tandis que les bourgeons odorants luisaient d'humidité. Au milieu des guerres, des catastrophes, des transformations, la rue continuait de prospérer. Une fois, presque tous les jeunes gens partirent en même temps. Beaucoup ne revinrent jamais. Ce fut à cette époque qu'on amena le vieux drapeau et qu'on le remplaça par un nouveau, rayé et étoilé. Bien que l'on parlât alors de grands changements, la rue n'en fut pas affectée, car ses habitants restaient pareils à eux-mêmes et continuaient à s'intéresser aux mêmes choses familières. Et les arbres abritaient toujours les chants d'oiseaux, et le soir, la lune et les étoiles se penchaient toujours sur les bourgeons avides de fraîcheur, dans les jardins de roses entourés de murs. Puis il n'y eut plus d'épées, ni de carrosses, ni de perruques dans la rue. Comme les hommes semblaient étranges avec leurs cannes et leurs cheveux coupés, couverts d'un chapeau de castor. Des bruits nouveaux parvenaient du fond de l'horizon. Ils ressemblaient à des halètements et venaient principalement de la rivière située à 1 mille de là.
Plus tard, d'autres sons inconnus, des vombrissements, s'ajoutèrent à ceux que l'on connaissait déjà. L'air n'était peut-être pas aussi pur que jadis, mais l'atmosphère du lieu, elle, restait la même. Elle ne changea pas plus lorsque se mit à creuser la chaussée, près des maisons, pour y mettre d'étranges tuyaux, et y planter de hauts mâts supportant de curieux câbles. Puis vinrent les jours sombres, où beaucoup de ceux qui avaient connu la rue ne la reconnurent pas, et où ceux qui ne la connaissaient pas apprirent à la connaître. Les nouveaux venus avaient des voix rauques et stridentes, et leurs visages étaient déplaisants. Certains anciens partirent, mais la rue eut encore un sursaut de fierté lorsqu'une nouvelle génération de soldats, vêtus de bleu, partit, marchant au pas. Une fois encore, de nombreux jeunes gens ne revinrent pas. Au fil des ans, de nouveaux malheurs s'abattirent sur la rue. Elle n'avait maintenant plus aucun arbre. Ses jardins de roses avaient été remplacés par des bâtiments laids et bon marché, qui s'élevaient le long de rues parallèles. Malgré les ravages causés par le temps, les tempêtes, les vers, les maisons anciennes subsistaient, car elles avaient été construites pour abriter plusieurs générations. De nouveaux visages firent leur apparition dans la rue, des visages sinistres, basanés, aux traits grossiers et aux regards furtifs. Ces hommes parlaient une langue inconnue et inscrivaient des signes connus ou inconnus sur la plupart des maisons abandonnées. Des charrettes à bras encombraient les ruisseaux. Une odeur nauséabonde, indéfinissable, s'installa en ces lieux, et l'atmosphère ancienne s'endormit d'un long sommeil. Une grande excitation se produisit un jour dans la rue. La guerre et la révolution faisaient rage de l'autre côté de l'océan. Une dynastie s'était effondrée, et ses sujets dégénérés arrivaient en masse vers l'ouest, sans que l'on connût leur intention. Beaucoup d'entre eux s'installèrent dans les maisons abandonnées qui avaient naguère connu le chant des oiseaux et le parfum des roses. Puis l'Ouest s'éveilla et se joignit à la mère patrie, dans sa lutte titanesque pour la civilisation. Au-dessus de la cité, le vieux drapeau pavoisait depuis peu aux côtés du récent, et d'un autre, plus simple, aux 3 glorieuses couleurs. Mais ces drapeaux ne flottaient pas au-dessus de la rue, car il n'y régnait plus que la peur, la haine et l'ignorance. De nouveau, des jeunes gens partirent, mais pas de la même façon que leurs prédécesseurs. Il manquait quelque chose, ces fils des jeunes gens du bon vieux temps, et qui partaient vêtus d'uniformes de couleur olivâtre, avec la même détermination que leurs ancêtres, venaient d'endroits éloignés et ne connaissaient ni la rue ni son rayonnement passé. Au-delà des mers, il y eut une grande victoire, et la plupart des soldats revinrent triomphalement. Puis ce fut la prospérité, mais dans la rue régnait toujours la peur, la haine et l'ignorance. Beaucoup d'étrangers venus de la lointaine contrée logeaient à présent dans les anciennes maisons, et les jeunes hommes qui étaient revenus de la guerre ne les habitaient plus. Parmi ces étrangers sinistres et basanés, il y avait quand même quelques visages semblables à ceux qui avaient façonné la rue et créé son atmosphère. Ils se ressemblaient, oui et non, car il y avait dans leurs yeux à tous une inquiétante lueur malsaine, chargée d'envie, d'ambition cachée, d'esprit de vengeance ou d'une énergie mal employée. L'agitation et la trahison furent utilisées par quelques-uns qui projetèrent de porter un coup fatal à l'Ouest, afin de s'emparer ensuite du pouvoir de la même façon que certains criminels avaient agi dans le pays misérable et glacé dont ils étaient issus. Et le cœur de cette conspiration était situé dans la rue. Ces maisons branlantes, regorgeaient de révolutionnaires étrangers, et résonnaient des échos de stratèges et de discours de ceux qui attendaient impatiemment le jour où enfin parlerait le sang et le feu et les armes. La police s'intéressait bien à eux, mais elle n'était pas en mesure de prouver grand-chose. Ces espions rôdaient autour de la boulangerie Petrovitch, de la sordide école d'économie moderne de Rifkin, du club du cercle social et du café de la liberté. C'était là que se rassemblaient un grand nombre de ces agitateurs. Ils parlaient à voix basse et toujours dans les langues étrangères.
Les vieilles maisons, ces maisons qui avaient jadis été construites par de solides colons et dont les jardins de roses scintillaient sous la lune, étaient encore debout. La science des anciens défiait le temps. Parfois, un poète solitaire ou un voyageur venait les voir en essayant d'imaginer leur gloire disparue. Mais poètes et voyageurs étaient peu nombreux. La rumeur publique prétendait que ces maisons abritaient les chefs d'une vaste bande de terroristes qui, un certain jour, donneraient le signal de massacre qui ruinerait l'Amérique et détruirait du même coup toutes les anciennes et belles traditions que la rue avait aimées. Des tracts et des affichettes flottaient dans les caniveaux répugnants. Ces imprimés traduits en plusieurs langues étaient des incitations au crime et à la rébellion. Les citoyens étaient invités à fouler aux pieds les lois et les vertus que leurs pères avaient exaltées, à étouffer l'âme de la vieille Amérique. Tout ce qui, pendant 1500 ans, avait été synonyme de liberté, de justice et d'équité anglo-saxonne. On disait que les hommes basanés qui avaient élu domicile dans les édifices délabrés de la rue étaient les instigateurs d'une immonde révolution, que sur un seul ordre, des milliers d'étranges bêtes sans cervelle sortiraient des taudis de milliers de cités brûlantes, massacrant et saccageant tout sur leur passage, jusqu'à ce que les traces du labeur des anciens aient complètement disparu. Voilà ce qui se disait et ce qui se répétait. Et nombreux étaient ceux qui redoutaient la fatidique date du 4 juillet, à laquelle les affiches faisaient allusion. Malgré cela, on ne parvenait pas à trouver de coupable. Personne n'aurait su dire au juste quelles arrestations auraient pu décapiter ce sombre complot. À plusieurs reprises, des équipes de policiers vêtus de bleu fouillèrent en vain les maisons. À la fin, ils renoncèrent à faire respecter la loi et à maintenir l'ordre, et ils abandonnèrent la ville à son destin. Dans son triste sommeil, la rue semblait hantée par le songe de ces jours anciens, où les hommes qui portaient des mousquetons et des chapeaux coniques faisaient la navette entre la source située dans le bois et les maisons près de la plage. Mais rien ne pouvait plus empêcher la catastrophe de se produire. Les sinistres hommes basanais attendaient leur heure. La rue continua à dormir d'un sommeil incertain jusqu'à ce que, une nuit, des hordes d'hommes, aux yeux brillants de haine et d'espérance, se rassemblent à la boulangerie Petrovitch, à l'école d'économie moderne de Rifkin, au club du cercle social, au café de la Liberté et ailleurs. D'étranges messages furent transmis par des câbles clandestins et on parla beaucoup aussi de messages émis. Mais on ne sut vraiment ce qui s'était passé que bien après ces événements, quand l'Ouest fut sauvé du danger. Les hommes aux uniformes olivâtres ne réussirent pas à percer les secrets des sinistres et habiles hommes basanés. Mais ils se souviendront toujours de cette nuit, où beaucoup d'entre eux furent envoyés à l'aube dans la rue, pour une mission bien différente de celle à laquelle ils s'attendaient. On se rappelle que ce repère d'anarchistes était d'une extrême vétusté et que les maisons dévastées par les ans, les tempêtes et les vers tenaient à peine debout. Mais quand même, les événements qui se déroulèrent au cours de cette nuit d'été étonnèrent par leur radicale soudaineté. Le phénomène fut des plus étranges, quoique très simple. En effet, un peu après minuit, sans le moindre avertissement, les ans, les tempêtes et les vers eurent raison de la rue. Toutes les maisons s'effondrèrent en même temps, et il ne resta rien debout, à l'exception de 2 vieilles cheminées et d'un pan de mur en briques. Il n'y eut aucun survivant, un poète et un voyageur mêlés à la foule, qui étaient venus contempler le désastre, racontèrent d'étranges histoires. Le poète disait qu'aux heures qui précèdent l'aube, il avait vu se dessiner au-dessus des ruines, à peine distinctes dans la lumière des réverbères, un autre paysage où lui était apparu un clair de lune, de belles maisons, des ormes, des chênes et des érables, et le voyageur, lui, déclarait qu'au lieu de l'odeur pestilentielle qui régnait d'habitude en ces lieux, flottait là comme un délicat parfum de rose épanouie. Mais quel crédit peut-on porter au rêve d'un poète ou au récit d'un voyageur?
Il en est qui pensent que les choses et les lieux ont une âme, et d'autres qui pensent qu'ils n'en ont pas. Quant à moi, je ne saurais dire, mais je vous ai parlé de la rue.